Nigeria, les parents des enfants kidnappés dans l'état de Kaduna ont du mal à retenir leurs larmes. Voilà 2 semaines qu'ils sont dans l'attente de la moindre information de leur progéniture. La communauté des pays de langue portugaise a tenu sa 13e conférence des chefs d'État. Au menu, la situation au Cabo Delgado, au Mozambique, touchée par des attentats djihadistes depuis plusieurs années. Et puis en France, une marche est organisée en mémoire d'Adama Traoré. Ses proches réclament justice à ce jeune homme tué au cours d'une intervention policière il y a 5 ans. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue dans ce journal. Au Nigeria, les familles de plus de 110 enfants kidnappés dans leur lycée, dans l'état de Kaduna, peinent à supporter cette brusque séparation. Dans l'attente de leur retour, ils s'en remettent à Dieu à travers des prières. On voit les détails dans cet élément. Inconsolables, elles le sont toujours. Ces familles subitement privées de leurs enfants, tous des apprenants, enlevés, voilà déjà 2 semaines au niveau du lycée Bethel de l'état de Kaduna au Nigeria. Faute de répondants fiables, seule la prière au quotidien et pendant de longues heures pour se remonter le moral et espérer la libération sous peu des adolescents. Au milieu de la cour de l'école, les chaussures des enfants ont été ramassées en état. C'est là que Wobia Ibrahim, le père d'une des jeunes filles enlevées, passe désormais le plus clair de son temps, espérant le miracle un de ces jours. Comme dans la plupart des dernières attaques, les ravisseurs ont agi la nuit et forcé les enfants, en tout 119, à les suivre à pied dans l'obscurité jusque dans les forêts avoisinantes. Si quelques-uns ont pu s'échapper, le grand nombre reste encore entre leurs mains. Cette attaque est la dernière d'une série d'enlèvements de masse d'enfants et d'étudiants commis dans le nord-ouest du Nigeria par des groupes armés criminels. Les islamistes de Boko Haram s'étaient livrés au premier rap dans des écoles avec l'enlèvement de plus de 200 jeunes filles dans le dortoir de Chibok en 2014, suscitant l'émoi de l'opinion publique mondiale. Depuis, les enlèvements d'écoliers se sont tragiquement multipliés, devenant presque la mode. En Éthiopie, les rebelles du Tigré, dans le nord, ont affirmé ce dimanche avoir mené des opérations visant les forces gouvernementales dans la région Haftar. Ils ouvrent ainsi un nouveau front dans leur lutte contre les autorités éthiopiennes. Les précisions. Cette action a visé des miliciens venus de l'Oromia, qui avaient pris position le long de la frontière entre l'Afar et le Tigré, selon le porte-parole des rebelles, qui a souligné que ces opérations ont été menées afin qu'ils s'assurent que ces forces seront renvoyées de l'Oromia. Le Tigré est en proie depuis 8 mois à un conflit dévastateur qui a connu un tournant majeur fin juin avec la reprise par les forces rebelles opposées au gouvernement fédéral d'une grande partie du territoire de cette région du nord de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed avait envoyé l'armée fédérale au Tigré en novembre dernier pour destituer les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré. Selon lui, cette opération répondait à des attaques contre des camps de l'armée fédérale ordonnées par le TPLF, parti qui a dominé le pouvoir éthiopien pendant 3 décennies. Le gouvernement mobilise désormais des forces régionales venues notamment de l'Oromia pour combattre aux côtés de l'armée fédérale. Un porte-parole de la région Afar n'était pas en mesure de répondre aux questions de l'agence France-Presse sur cette attaque dimanche, mais un communiqué diffusé samedi soir par l'agence de presse officielle Ethiopian News Agency a accusé le TPLF de bloquer l'aide humanitaire à destination du Tigré depuis l'Afar par des pilonnages d'artillerie lourde. En Angola, plus précisément dans la capitale Luanda, il s'est tenu en cette fin de semaine écoulée la 13e conférence des chefs d'État, membres de la CPLP, entendez la communauté des pays de langue portugaise, entre autres sujets débattus, la situation au Cabo Delgado, au Mozambique, où des attaques djihadistes sévissent depuis plusieurs années. C'est en l'absence du président mozambicain Filipe Nyusi, remplacé par son premier ministre,
que la lutte contre le terrorisme au Cabo Delgado, dans l'extrême nord du Mozambique, a été évoquée par les chefs d'État et de gouvernement de la CPLP, la communauté des pays de langue portugaise. Un sujet, certes, longuement débattu, mais à l'arrivée, pas de décision forte, mais seulement une déclaration de solidarité et de condamnation des attaques. Le sommet a par ailleurs abouti sur un premier accord de mobilité entre les 9 pays de l'organisation. Un accord historique car il a fallu 25 ans, soit l'âge de la CPLP, pour se mettre d'accord sur la mobilité de 300 millions de personnes de 9 pays situés sur 4 différents continents. Chaque pays peut donc choisir les modalités de circulation et les personnes qui sont concernées. Sa mise en route risque donc d'être un casse-tête pour les parlements des pays qui doivent encore ratifier l'accord. Lors de ce sommet, le président angolais, nouveau président né 6 après le Cap-Verdien, a également lancé le défi de créer une banque d'investissement au sein de ce bloc, jusque-là plutôt linguistique et culturel. Dans la résolution finale du sommet, la CPLP a aussi encouragé la Guinée équatoriale, membre elle aussi du groupe, à tenir sa promesse d'abolir, ou plutôt la peine de mort et de respecter les droits de l'homme. Le Rwanda a annoncé le reconfinement de la capitale Kigali ainsi que de 8 autres districts dans le pays depuis samedi dernier, et ce jusqu'au 26 juillet prochain. Cette nouvelle mesure vise à endiguer l'explosion des cas liés au coronavirus enregistrés depuis plusieurs semaines. Le gouvernement rwandais a annoncé dans un communiqué que les citoyens étaient invités à réduire considérablement les interactions sociales et à limiter les déplacements aux seuls services essentiels comme la santé, l'achat de nourriture, les banques. Les transports publics de personnes sont également arrêtés, les bureaux des entreprises, l'administration et les écoles fermées, les activités sportives et récréatives en plein air interdites et le nombre de personnes assistant aux enterrements plafonné à 15. Les arrivées et départs à l'aéroport de Kigali sont toutefois maintenus, ainsi que les activités touristiques dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. Le couvre-feu décrété de 18h à 4h reste en vigueur dans l'ensemble du pays où les commerces doivent fermer à 17h. Le Rwanda avait dans un premier temps réussi à contenir la pandémie, imposant dès mars 2020 un des premiers confinements stricts sur le continent africain, ainsi que des campagnes poussées de détection et de traçage de cas contacts. Ces dernières semaines, le pays a été confronté à un net rebond de la pandémie, avec environ 800 nouveaux cas par jour, submergeant les hôpitaux en pénurie de lits. Le pays de 13 millions d'habitants a enregistré un total de près de 51 000 cas de Covid-19, dont 607 morts. En France, il y a 5 ans, Adama Traoré décédait à la suite de son interpellation par les gendarmes. En fin de semaine, une marche en sa mémoire a été organisée par ses familles et ses soutiens pour réclamer justice. Précision. Ils sont un peu plus de 2000 à avoir défilé à l'appel de la famille du jeune Adama Traoré, décédé au cours d'une interpellation par les gendarmes en 2016. Ils ont battu le macadam pour, disent-ils, réclamer vérité et justice pour le jeune homme. 5 ans après, on est encore là. Et 5 ans après, on vit un sentiment d'injustice. 5 ans après, la vérité et la justice n'a toujours pas été rendue pour Adama, alors que nous avons tous les éléments qui sont là et qui prouvent que les gendarmes sont responsables de la mort de mon petit frère. 5 ans après, l'instruction est toujours en cours et ses proches de dénoncer un déni de justice. Les juges vont demander une nouvelle expertise. C'est un scandale, c'est une honte. Une expertise avec un nouveau document qui est placé sous scellé. Ce document que les juges parisiens ont envoyé en Belgique pour demander est-ce qu'avec ce nouveau document, ils changeraient leur avis sur la responsabilité des gendarmes. C'est une honte. En définitive, les proches d'Adama Traoré et ses soutiens continuent de tenir les militaires pour responsables de la mort du jeune homme de 24 ans et ont fait de son décès une affaire emblématique de la lutte contre les violences policières et le racisme. Justice pour Adama, justice pour tous ces gens qui ont été touchés et merci à tous. Et puis une autre religion à présent, des fidèles musulmans ont afflué ce dimanche de la ville sainte de la Mecque en Arabie Saoudite pour la suite du grand pèlerinage pour la vallée désertique du Mina à environ 5 km. Ceci donc pour la 2e année sous la forme tirée notamment en raison du Covid. Précision.
Seuls 60 000 Saoudiens étrangers résidant dans le royaume et vaccinés ont été autorisés à participer cette année au Hajj, le grand pèlerinage musulman, alors qu'ils étaient quelques 2,5 millions en 2019, avant la pandémie. Depuis samedi, des fidèles divisés en petits groupes tournent autour de la Kaaba, la structure cubique noire située au cœur de la grande mosquée et vers laquelle les musulmans du monde entier prient. Cette pratique précède le lancement officiel des autres rites du Hajj. Des images diffusées dimanche par la chaîne de télévision publique montrent des pèlerins arrivant dans la vallée de Mina à bord de bus à moitié remplis. Le grand pèlerinage, qui a lieu une fois par an, est l'un des 5 piliers de l'islam que les musulmans doivent accomplir au moins une fois dans leur vie si leur santé et leurs finances le permettent. Le ministère du Hajj avait indiqué début juillet prendre les précautions sanitaires les plus strictes, cette année encore, à l'heure où les nouveaux variants du virus inquiètent. Lors du grand pèlerinage l'année dernière, aucun cas de Covid n'avait été signalé, les autorités ayant mis en place de sévères restrictions. Cette édition du Hajj intervient alors que les contaminations au Covid-19 continuent à grimper partout dans le monde. L'Arabie saoudite a enregistré 508 521 cas et 8 063 morts, selon les dernières données publiées samedi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.